On se retrouve pour une nouvelle édition de l'information comme promis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, les organisations de la société civile togolaise apprécient les efforts consentis par le pays pour améliorer la protection des droits des enfants. Cependant, elles réclament des dispositions complémentaires à la loi du 2 décembre dernier portant protection des apprenants. Aussi, le Togo vient de dépasser la barre des 574 milliards de francs CFA, initialement prévue pour le compte de cette année. Une récente sortie sur le marché financier régional de l'UEMOA a permis au pays de mobiliser un surplus de 6 milliards. D'autres détails à suivre. Puis à l'international, le PASTEF, la formation politique sénégalaise dont est membre l'opposant Ousmane Sonko, a saisi la Cour de justice de la CEDEAO ce mardi. 2 requêtes ont été déposées auprès de l'institution. Les explications à suivre dans cette édition. Puis la situation dans l'est de la Libye demeure chaotique alors que les efforts se multiplient. Dans l'espoir de retrouver d'autres victimes, les secouristes déplorent un manque de volontaires. Nous ferons le point sur la situation. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous. Comme d'habitude, les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Bonne nouvelle pour les PME-PMI togolais. En effet, plusieurs pays africains vont bénéficier prochainement d'un investissement de la part de la Société financière internationale et de l'Association internationale de développement, toutes deux branches de la Banque mondiale. Nadège Arlidja livre les précisions autour de ce nouvel appui financier dans le reportage qui suit. Par le biais du fonds Joliba Fond One, une filiale de capital investissement basée à Abidjan, la Société financière internationale SFI et l'Association internationale de développement l'IDEA vont accorder un investissement stratégique à plusieurs pays. Parmi les pays bénéficiaires figure le Togo, qui avec la SFI collabore déjà dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et de la mobilité urbaine. La valeur de l'investissement est estimée à 15 millions d'euros. L'objectif de ce geste, c'est de stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises dans plusieurs pays, dont le Togo. Dans son fonctionnement, le fonds va s'intéresser aux PME des pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les domaines d'intervention repérés par le fonds sont le transport et la logistique, l'éducation et les soins de santé, l'agroalimentaire, les services financiers et les services aux entreprises, entre autres. À part le Togo, les autres pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Gabon, le Tchad, le Niger, la RDC et la République centrafricaine. Selon les répartitions, au moins 80% des investissements du fonds seront dédiés aux PME dans les pays éligibles à l'IDEA, l'Association internationale de développement, sachant que celle-ci concentre ses ressources sur les pays les plus démunis. Sur les 15 millions d'euros plus précisément, la société financière participe à hauteur de 7,5 millions d'euros et les 7,5 millions d'euros restants sont couverts par le mécanisme de financement mixte au guichet de promotion du secteur privé de l'IDEA. Ces investissements viennent en solution aux risques associés aux investissements dans les pays à faible revenu. La Société financière internationale SFI et l'Association internationale de développement l'IDEA, pour rappel, sont toutes deux des branches de la Banque mondiale. Le 15 septembre dernier, le Trésor public du Togo a réussi à lever une somme de 32 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA. Cette levée a permis au Togo de dépasser ainsi son objectif initial de 6 milliards. Retrouvez d'autres détails sur cette nouvelle sortie dans ce reportage signé Harold Messan-Atto. Le 15 septembre dernier, le Trésor public togolais a réussi à lever une somme de 32 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, grâce à une émission simultanée de bons, BAT, et d'obligations assimilables du Trésor, OAT. Dans le détail, 8 milliards de francs CFA ont été collectés grâce au BAT, dont la maturité était fixée à 364 jours et qui ont été offerts à des taux d'intérêt variés pour attirer les investisseurs. Parallèlement, 24 milliards de francs CFA ont été mobilisés grâce aux OAT émises sur des échéances de 3 à 5 ans, proposant des taux annuels respectifs de 6% et 6,25%. L'opération a attiré l'attention de 19 investisseurs qui ont proposé une enveloppe totale de 33 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 110%. Cela témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de l'économie togolaise et la crédibilité de ses émissions sur le marché financier régional. Cette levée a permis au Togo de dépasser ainsi son objectif initial
En effet, cette opération a porté le total des fonds levés par le Togo cette année à 580 milliards de francs CFA, dépassant son objectif annuel de 574 milliards de francs fixé dans la loi de finances de 2023. Selon les analystes du secteur, ce dépassement des objectifs initiaux ne s'explique pas seulement par une politique économique solide, mais aussi par une gestion prudente et proactive de la dette. Pour rappel, la dette extérieure du pays était de 1296,13 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2022, soit 38,84% du portefeuille de la dette publique et plus d'un quart, 25,32%, du PIB national. Suite au rapport du Togo sur la protection des droits de l'enfant dans le pays, des organisations de la société civile ont applaudi les avancées du pays dans ce sens et, en l'occurrence, la récente loi du 2 décembre 2022 portant protection des apprenants. Cependant, elle remarque que les arrêtés et décrets devant donner effet à cette loi tardent à être pris. Les explications dans ce reportage de Kofi Kligé. Les organisations de la société civile ont réagi suite au rapport que le Togo a présenté lors de la 94e session du Comité des droits de l'enfant à Genève. Les OSC saluent l'adoption de la loi du 2 décembre 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Selon ces organisations, c'est la première fois qu'au Togo, un texte spécifique prévoit et punit les abus, les violences et agressions sexuelles en milieu scolaire, universitaire, dans les centres d'apprentissage et de formation professionnelle. Cependant, le Bureau national catholique pour l'enfance, BNCE, l'une des organisations qui a réagi suite au rapport, note que la prise de décret et arrêté prévue par la loi du 2 décembre 2022 tarde à se concrétiser. Dans l'article 10, il a été prévu un arrêté conjoint des ministères de l'enseignement primaire, de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la Santé, celui de la protection de la femme et du ministère chargé des Finances pour déterminer les modalités de délivrance et de prise en charge des certificats médicaux et des rapports d'expertise médico-légaux aux apprenants victimes de violences à caractère sexuel. Arrêté qui n'a pas encore vu le jour. Les textes prévoyaient aussi la création d'un observatoire national pour le suivi et évaluation des violences à caractère sexuel dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions seront fixés par décret en Conseil des ministres. BNCE fait remarquer aussi que les acteurs directement concernés par cette loi, tels que les enseignants, les élèves et les parents d'élèves, n'ont pas encore connaissance des textes dans sa totalité. Sujet santé avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières, le nombre d'Africains atteints de diabète pourrait plus que doubler au cours des 25 prochaines années, prévient la Fédération internationale du diabète. Parallèlement à cette menace, l'Organisation mondiale de la santé indique aussi que le continent noir est la première région du monde pour le diabète non diagnostiqué. Constat fait par Bernard Canvi. Depuis une trentaine d'années, le diabète gagne du terrain sur le continent africain. Malheureusement, seuls 46% des personnes atteintes de la maladie connaissent leur état, ce qui augmente le risque de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 55% des personnes atteintes de diabète savent quelles le sont dans le monde, mais en Afrique, le manque d'installations et d'équipements de dépistage, le nombre insuffisant de personnel de santé formés entre autres, sans oublier le manque de sensibilisation au diabète sont des obstacles au dépistage de la maladie. Alors que sans dépistage, le diabète devient un tueur silencieux. Il est aussi indiqué qu'en Afrique, les décès prématurés dus au diabète s'élèvent à 58%, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 48%. Dans le même temps, le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour le diabète est de 48 pour 100 000 habitants. Pour l'OMS, 60% des diabétiques âgés de 40 ans doivent avoir plus d'accès à des médicaments hypocholestérolémiens. Rappelons qu'au total, 24 millions d'adultes vivent avec le diabète en Afrique. Ce chiffre devrait augmenter de 129% pour atteindre 55 millions d'ici 2045. Actualité à l'international à présent, le PASTEF, le parti politique de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, a saisi la Cour de justice de la CEDEAO ce mardi. Les membres de cette formation politique demandent la suspension de sa dissolution par l'État sénégalais ainsi que le rétablissement de ses droits politiques. Le point.
Les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ont déposé ce mardi 2 requêtes auprès de 2 cours de justice. Plusieurs vidéos. Parmi les demandes adressées à la Cour de justice de la CEDEAO, ordonner à l'État du Sénégal de suspendre la dissolution du parti PASTEF et de rétablir ses droits politiques en vue de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Les membres de la formation politique d'Ousmane Sonko espèrent que la Cour de justice de la CEDEAO leur donnera raison. Si la communauté des États d'Afrique de l'Ouest déclare la dissolution du PASTEF illégale, le Sénégal serait obligé de revenir sur sa décision. Pour Abdoulaye Tall, avocat et porte-parole du PASTEF, aucun argument juridique ne justifie cette dissolution intervenue le 31 juillet dernier. Et il y a également cette nouvelle, 7 personnes sont mortes, majoritairement des enfants âgés de 5 à 12 ans, dimanche dans un village du centre de la Côte d'Ivoire, alors que 59 autres ont été hospitalisés en raison d'une maladie d'origine encore inconnue, ont déclaré lundi à l'AFP des sources hospitalières et locales. Les autorités locales ont également indiqué que selon des rumeurs, une bouillie de maïs serait à l'origine de la contamination. Zitanik Amoyao, la mère de la première victime décédée à l'âge de 3 ans, a affirmé avoir jeté de la bouillie qu'elle a donnée à son fils. Agnès Aya Conan a également perdu sa fille. Elle refuse d'accuser cependant la vendeuse de bouillie, indiquant cependant que ses enfants ont consommé la même bouillie dimanche. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour l'actualité au Tchad. Les opérations d'enrôlement biométrique pour la révision du fichier électoral de 2021 sont presque arrivées à terme. Alors qu'une partie de la population a décidé de boycotter ces opérations, d'autres ont quand même continué par répondre présent, même à quelques heures de la fin. Pas de file d'attente ni de bousculade devant ce centre d'enrôlement du 3e arrondissement. Et pourtant, d'ici quelques heures, la révision du fichier électoral prendra fin. Contrairement aux Tchadiens qui ont choisi de boycotter l'opération, Kalki, lui, a préféré venir accomplir son devoir civique. Pour accéder au vote, il nous faut absolument avoir une carte qui témoigne que nous sommes un Tchadien. Raison pour laquelle je suis venu me faire enrôler pour avoir ma carte d'électeur et puis faire le choix de mon candidat. Sous le viaduc de Chagua, on refuse d'y renoncer. Avoir sa carte d'électeur est la seule manière d'exprimer sa citoyenneté et de choisir librement son candidat aux futures élections. Je pense que c'est très important de faire ça. Il faut absolument se faire enregistrer dans le registre. Parce qu'après, ça va vraiment nous coûter. Donc le mieux fait, il faut qu'on soit enregistré. Il y a un adage qui dit tous les jours n'est pas dimanche. Cette fois-ci, peut-être il y aura un changement. Les gens ne vont pas continuer avec le passé. Il va y avoir quand même un changement. Au départ de cette révision du fichier électoral, les fédéralistes menaçaient de boycotter l'opération pour des raisons d'irrégularité dans le processus. Aujourd'hui, ils appellent à la prorogation. Cette étape est importante non seulement pour le référendum, mais aussi pour les prochains scrutins. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons appelé nos militants, l'ensemble de la population, à se faire enrôler à ce processus. Donc c'est un processus civique et nous appelons d'ailleurs à ce qu'on puisse la reprendre dans les zones qui n'étaient pas accessibles pour permettre, n'est-ce pas, à tous les citoyens de se faire enrôler. Cette révision du fichier électoral a concerné les Tchadiens en âge de voter qui ne figurent pas sur la dernière liste électorale de 2021. Les conflits entre armées soudanaises et forces paramilitaires continuent par inquiéter la communauté internationale et particulièrement les Nations Unies. Elles alertent sur la situation des enfants. Des dizaines de milliers d'entre eux pourraient mourir d'ici la fin de l'année. Le 15 avril 2023 débutait la guerre au Soudan. Depuis, les mois ont passé et tout comme les adultes, les enfants paient un lourd tribut. Depuis le mois de mai, le nombre de camps pour réfugiés ne cesse de croître à travers le pays.
Dans 9 de ces zones, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole et de malnutrition, tant les conditions y sont difficiles. L'ONU, à l'origine de ce bilan, a alerté mardi que des dizaines de milliers d'autres pourraient mourir d'ici la fin de l'année. Pour les 70 000 personnes qui vivent dans ce camp, il nous faudrait 7 centres de santé. Mais nous n'en avons qu'un seul pour l'instant. Un financement supplémentaire est donc nécessaire pour augmenter le nombre de centres dans ce camp et dans l'ensemble des zones du Nil blanc. À cause du conflit armé, les camps de réfugiés souffrent d'une pénurie de vivres, de médicaments et d'équipements essentiels. À cela s'ajoute le manque d'eau qui exacerbe les épidémies et les décès. Le manque d'eau expose le camp à des risques et à des maladies. Le besoin d'eau pour effectuer les activités d'hygiène personnelle et celles du quotidien ne peut pas être ignoré. Il doit être pris en compte. Si on veut réduire au minimum les risques sanitaires auxquels la communauté est confrontée, le premier moyen de défense est l'hygiène. L'hygiène personnelle est primordiale. Dans un communiqué conjoint, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et l'OMS ont tiré la sonnette d'alarme sur le besoin urgent de donations, au risque de voir le nombre de morts augmenter. Deuxième semaine déjà que la ville de Derna, située dans l'est de la Libye, n'a plus rien de ce à quoi elle ressemblait autrefois, bien avant le passage de la tempête Daniel, bien évidemment. Alors que le bilan fait état de milliers de personnes décédées, poursuivre la recherche d'éventuelles victimes semble compliqué. Un manque de volontaires est dénoncé. Une semaine après les inondations meurtrières en Libye, les services de secours procèdent encore à l'identification des victimes à Derna, la ville côtière la plus meurtrie par la tempête Daniel. La semaine dernière, 2 barrages se sont effondrés, faisant jaillir un raz-de-marée qui a tout emporté sur son passage. C'est une catastrophe humanitaire depuis le premier jour et même aujourd'hui les chiffres ne font qu'augmenter. Mais cette journée est la pire, nous ne reconnaissons même plus les victimes. Lundi, l'ONU a prévenu qu'une épidémie pourrait créer une deuxième crise dévastatrice. Sur place, les équipes de secours, elles déplorent un manque de matériel et de volontaires. D'un point de vue sanitaire, nous manquons d'équipements médicaux, de fournitures pour les enfants et nous manquons aussi de volontaires. Le cœur de la ville de 100 000 habitants a été réduit en un tas de boue qui sèche désormais au soleil. Pour sortir les corps en décomposition, les secouristes n'ont pas d'autre choix que de ratisser la terre. Une famille de 5 personnes a été secourue et ils sont tous en vie après avoir été piégés pendant 6 jours. Hier, nous avons trouvé 35 corps, dont des étrangers. Aujourd'hui, nous venons de récupérer un corps. Nous avons aussi trouvé des mains, des jambes et des corps décomposés dans l'eau. Les responsables gouvernementaux ont établi des bilans allant de 4 000 à 12 000 morts à Derna. Mardi, le Premier ministre du gouvernement de l'Est a lui annoncé que la ville a été divisée en 4 sections afin de prévenir toute épidémie. Un peu de sport pour clore cette édition. Le Togo a répondu présent à la 50e édition du championnat de pétanque achevé dimanche dernier à Cotonou. Le pays est rentré avec une médaille de bronze. Les précisions dans ce reportage de Toi, Jeannette et de Bernard Canvi. Le Togo a décroché une médaille de bronze à l'épreuve de tir de précision lors de la 50e édition du championnat de pétanque qui a pris fin le dimanche dernier au Bénin. Organisée par la Fédération internationale de pétanque et de jeux provincial à Cotonou, la compétition a réuni 38 équipes dont 17 africains. À l'arrivée, le Togo, représenté par 8 athlètes dans différentes disciplines, s'est démarqué en tir de précision encore appelé shooting où il a réussi à décrocher une médaille de bronze. Parlant
Parlant spécifiquement de cette discipline, c'est la France qui s'est finalement imposée comme championne du monde à travers son athlète Dylan Rocher. Le Bénin, pays hôte, quant à lui a raflé la médaille d'or, faisant de lui le champion du monde en doublette mixte avec ses représentants Laïma Sambo et Marcel Gbetablé. Pour information, la pétanque a des origines françaises et est étroitement associée à la religion de la province. Elle est née au début du XXe siècle vers les années 1907-1910 à la Kyoto. Elle est jouée entre deux équipes de 2 ou 3 joueurs ou en tête à tête. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points possible en lançant des boules le plus près possible du cochonnet. C'est ce qui met un point final donc à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée chez vous.